Un petit clin d'œil aujourd'hui aux sapeurs-pompiers qui sont célébrés partout dans le monde à travers la Saint-Florian dans un mardi très droit à vous proposer. Vous aurez aussi au programme du fitness, des infos, la revue de presse et du digital bien après 7 heures. Sans oublier que chaque mardi, vous avez droit au petit-déj. Allez, bienvenue dans ce matin bonheur. On est très heureux d'être avec vous. 90 minutes de bonheur et de plaisir qui commencent avec, bien sûr, la couleur du temps que vous aurez dans quelques instants. Et ensuite, ce sera le premier point de l'actualité à vous proposer par Régis Kofi. On vous rappelle que dans cette émission, bien sûr, vous avez 2 points de l'actualité, le flash de maintenant et ensuite le second qui sera pour 7 heures. Et ce sera la latitude, bien sûr, pour Régis Kofi de nous permettre de visiter le monde à travers le Flash Inter. Allez, installez-vous bien devant votre poste récepteur et c'est parti. Bonjour à tous. La matinée sera assez nuageuse sur les régions du littoral et de l'ouest avec de faibles pluies. Par ailleurs, les autres régions du pays observeront un temps généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Côté température, le mercure affichera 24 degrés à Abingoro. Une série de 25 degrés sera observée sur les villes d'Abidjan, Adiaké, Pondoko, Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa. Dimbokro affichera 26 degrés, Gagnoa 25 degrés. On notera 24 degrés à Guiglo, 26 à Korogo, 23 à Mans, 26 également à Otiné. Une série de 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré. Tabou affichera 26 degrés, 24 à Tiasalé, Touba et enfin 25 degrés à Yamsoko. Au cours de cet après-midi, les régions du nord, du sud et de l'ouest seront instables. Cette instabilité favorisera la formation de foyers orageux suivis de pluie. Ces orages pourraient intéresser le littoral et on notera sur le reste du pays un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on notera 34 à Abingoro, Abidjan 32 degrés, 33 à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 à Bouaké, 35 à Bouna, 36 à Boundiali, une série de 35 à Daloa, Dimboro, Gagnoa et Guiglo, 36 à Korogo, Mans 34 degrés, 36 à Otiné, San Pedro, Sassandra, on notera 32 degrés, Soubré 34 degrés, Tabou 32 degrés, 34 à Tiasalé et 35 degrés à Touba et Yamsoko. C'est tout pour les informations météorologiques de ce jour. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Booster la diplomatie économique, c'est une vision que partagent le ministère des Affaires étrangères et le secteur privé. Les deux entités ont signé hier un protocole d'entente, un cadre de coopération qui va déboucher sur un meilleur accompagnement des entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Michel Digré. 2 années après sa rédaction, le protocole d'entente entre le secteur privé et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora est enfin signé. Les organisations du secteur privé sont satisfaites de ce partenariat qui viendra booster la diplomatie économique. Ce protocole d'entente vient à point nommé, car il devrait faciliter un des axes majeurs de notre plan stratégique, à savoir bâtir un secteur privé innovant et concurrent. La CGC espère donc, grâce à l'initiative qui nous réunit ce jour, accroître la présence des entreprises ivoiriennes dans la sous-région et à l'international. La réussite de cet important chantier nécessitera, de notre point de vue,
la définition des priorités annuelles assorties d'un agenda de mise en œuvre et de modalités de financement des expositions, forums, semaines économiques et commerciales initiées par nos ambassades à l'étranger et la création d'un comité de coordination avec des points focaux. Pour la ministre d'État Kandia Camara, cette initiative s'inscrit dans la vision de redynamisation du secteur privé tel que voulu par le président de la République. Le chef de l'État avait, en marge de sa visite d'État dans la région du Morono, le 26 septembre 2020, réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Cette volonté du président de la République sonne pour la diplomatie ivoirienne comme une instruction à exécuter avec une extrême diligence, car il n'est un secret pour personne qu'en dépit des nombreux avantages accordés par la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers suite aux réformes, les entreprises privées ivoiriennes, en retour, ne bénéficient pas des mêmes facilités de la part de certains pays amis, conformément au principe de réciprocité qui est peu ou pas appliqué par ceux-ci. Kandia Camara entend faire bouger les lignes de la réciprocité et accroître les ressources engrangées à l'extérieur du pays. En 2020, les représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger ont mobilisé plus de 1 000 milliards de francs CFA. Bientôt, une opération de contrôle de la visite technique sur toute l'étendue du territoire national. C'est une annonce du ministre des Transports à l'issue d'une séance de travail avec les responsables de la SICTA, Société ivoirienne de contrôle automobile, de contrôle technique automobile. Dangui nous en parle. Société ivoirienne de contrôle technique automobile, SICTA, centre de contrôle de Vridi, contrôle du moteur, des pneus, des phares et du système de freinage. Le véhicule de Joël Dapa subit chaque épreuve de la visite technique pendant qu'il remplit les formalités administratives. Bon, ici pour venir à la visite, c'est que parce que quand les gens viennent en voiture, ils ont peur, on va les échouer. Bon, nous on prend le risque pour venir. Si on nous échoue, mais nous on a peur pour mettre l'argent dedans pour payer, pour trouver une solution, pour réparer la voiture encore à zéro, pour venir passer des gens en visite encore. Quand les policiers prennent les papiers pour regarder tout c'est au complet, les clients qui sont dedans mais sont contents parce que toute la voiture en sécurité. Et pourtant, de nombreux automobilistes n'effectuent pas leur visite technique. Selon les chiffres officiels datant de 2015, plus d'un tiers des véhicules en circulation en Côte d'Ivoire n'ont pas de visite technique. C'est pourquoi le ministère des Transports et les responsables de la SICTA multiplient les séances du travail à la recherche de stratégies pour obliger tous les automobilistes à faire la visite technique de leur véhicule. La première chose, c'était ça. Comment est-ce qu'on s'assure, est-ce qu'on a les capacités, dans un délai relativement court, faire en sorte que tous les véhicules qui circulent fassent le contrôle technique automobile. C'est important. La deuxième chose, c'est comment mettre en œuvre le nouveau cahier de charges que le ministère des Transports a rédigé à l'attention de tous les opérateurs, qui permettent des avancées importantes. Le ministre des Transports s'est imprégné des techniques et des étapes de la visite technique. Il a par ailleurs annoncé une vaste opération de contrôle de visite technique sur toute l'étendue du territoire. Quelques heures après l'arrivée du président de la CAF, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, celui de la FIFA a rejoint le sol ivoirien ce lundi soir. C'est dans le cadre d'une visite officielle de travail avec les autorités du football ivoirien. Arrivé à l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, Gianni Infantino a été accueilli par une délégation du comité de normalisation de la FIFA. Ce mardi, les présidents de la FIFA et de la CAF tiendront une rencontre avec le bureau du CNFIF. Ensuite, suivront deux audiences, d'abord avec le ministre de la Promotion des Sports et de l'Économie sportive, puis avec le président de la République, Alassane Ouattara, avant la conférence de presse prévue à la fin de leur séjour. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Merci à Régis, Kofi. Voilà pour le premier point de l'actualité. Allez, on passe à l'actualité maintenant. C'est la revue de presse. Et
Et nous avons tous les jours rendez-vous dans cette émission avec lui. Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on commence cette revue de presse avec cette première information. Le président de la République va recaser les ministres qui n'ont pas été retenus dans le nouveau gouvernement. En tout cas, c'est ce que révèle à sa une l'Inter. Selon le confrère, le chef de l'État prépare quelque chose pour ses ex-collaborateurs qui n'ont pas hérité de département ministériel dans l'équipe de Patrick Hachi. Et à en croire le quotidien qui va au-delà de l'info, il a fait cette annonce lors d'une rencontre avec des délégations de diverses régions de la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Plus de précisions dans l'Inter. Et l'on nous dit aussi que le PDCI est face à son destin. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote, selon le confrère. Après l'appel du président de la République pour un retour au PDCI, du PDCI au RHDP, le vieux parti n'a pas vraiment le choix. Pour le quotidien proche du parti au pouvoir, soit le parti septuagénaire saisit la main tendue du chef de l'État, soit il court à sa perte. On reste donc avec le PDCI dont le secrétaire exécutif est bien victime de sa notoriété. Oui, c'est ce qu'indique l'expression, selon le confrère, comme feu Laurent Donafologo, Alphonse Djedjemadi ou encore Kouadio Konan-Bertin, Maurice Kakou Guikahui est victime de sa popularité sans cesse grandissante au sein des instances du PDCI. Et à en croire le confrère, Henri Konan-Bédier, qui veut demeurer le maître du jeu au sein du vieux parti, lui a appliqué la même méthode qu'il avait utilisée pour mettre sous les teignoirs de ses proches cités plus haut et qui, selon lui, commençaient à lui faire de l'ombre. Allez, on change de sujet, on ouvre un autre chapitre. Retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les derniers réglages sont en train d'être faits. Oui, comme l'indique Soir Info à sa une de ce mardi 4 mai 2021, les choses s'accélèrent de plus en plus pour le retour effectif de l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, le secrétaire général de la tendance du Front populaire ivoirien, qui lui est proche, a rencontré hier les ministres Kouadio Konan-Bertin de la Réconciliation et Vagondo Diomandé de la Sécurité. Et à en croire le confrère, cette rencontre entre les deux parties avait pour but de s'accorder sur le dispositif sécuritaire à mettre en place pour le retour de l'ex-chef d'État. Retour qui, à en croire Soir Info, menace sérieusement le poste d'Afin Guessan à la présidence du parti. Et quel retour de Laurent Gbagbo, quid de sa condamnation à 20 ans de prison? Oui, le procureur de la République répond à cette question dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Selon Adou Richard, la décision dans cette condamnation de l'ex-chef d'État ne dépend pas de lui. Il a indiqué néanmoins que la décision de la justice ivoirienne dans cette affaire s'inscrira dans le vent de réconciliation qui souffle en ce moment sur la Côte d'Ivoire. À noter que la condamnation dont il s'agit est celle prononcée contre l'ex-chef d'État et plusieurs de ses proches dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO pendant la crise post-électorale de 2010. Et un tout autre sujet dans cette revue de presse, réforme du permis de conduire, 25 gendarmes et inspecteurs installés hier. Oui, ces 25 éléments de la maréchaussée vont remplacer pendant 3 mois les inspecteurs ordinaires qui ont été suspendus par le ministre des Transports en raison de nombreuses fraudes constatées dans le processus d'acquisition du permis de conduire. Et durant cette période, ils seront les seuls habilités à superviser le processus d'obtention de ce document. Et selon le ministre Amadou Koné, qui est cité par le Patriote, cette période de transition va permettre à son département de mettre en place un dispositif plus crédible pour l'obtention du permis de conduire avec un personnel plus intègre et plus performant. Et pour la suite, parlons un peu de nous avant de poursuivre donc dans cette revue de presse. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée hier. Oui, à cette occasion, les journalistes ont répondu en masse à l'appel de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui a organisé une marche pacifique dans les rues de la commune de Cocody, puis ensuite une cérémonie au stade de la haute fréquence. C'est ici à la maison de la RTI, activité à laquelle a pris part plusieurs autorités telles que les ambassadeurs des États-Unis et des Pays-Bas. Et au cours de cette rencontre qu'il a présidée, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, a déclaré notamment que les entreprises de presse doivent respecter les règles de bonne conduite. Et malheureusement, à côté de cette célébration, eh bien, l'un des pionniers de la presse africaine a tiré sa révérence hier. Oui, il s'agit de Béchir Ben Yamed qui s'est éteint ce lundi à l'âge de 93 ans en France des suites d'une contamination à la Covid-19. Le fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique, qu'il a lancé en 1960, fait partie, comme vous l'avez dit, des précurseurs de la presse du continent africain. L'homme qui a été ministre dans le premier gouvernement tunisien après l'indépendance de son pays fait partie des grands témoins de l'Afrique des indépendances et de la période post-coloniale.
Et une note de sport à présent, de sport football, donc Gianni Infantino et Patrice Motsepe sont à Abidjan. Oui, le président de la FIFA et celui de la CAF sont en Côte d'Ivoire depuis hier et selon le programme communiqué par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, ils auront une séance de travail avec le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danhaut, ce matin, avant d'être reçus en audience par le président de la République. Ils se rendront ensuite dans un établissement scolaire de la commune d'Abobo pour faire la promotion du championnat panafricain interscolaire, projet porté par le président de la Confédération africaine de football. Et Renaud, on termine cette revue de presse avec un chiffre. Oui, 900 000, c'est le nombre de véhicules qui circulent sur le territoire ivoirien sans visite technique. Cette information a été livrée hier par le ministre des Transports, Amadou Koné, à l'occasion de l'installation des 25 gendarmes inspecteurs qui vont superviser pendant 3 mois le processus d'obtention du permis de conduire. Merci beaucoup à Renaud. Merci, Angela. Excellente journée. Et puis, est-ce que ça vous dit, Renaud, omelette farcie, brunoise de légumes à la sauce hollandaise et tout? Bon, j'aimerais bien voir ça. Oui. Rien à voir avec sauce graine. Non, rien à voir. Rien à voir. Merci à Renaud. Et excellente journée, donc. Allez, avant de passer, bien sûr, à ce qu'on a dit, vous avez droit maintenant à quelques informations, car nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2021. Les prénoms du jour nous emmènent dans un pays lusophone. Nous sommes donc en Angola. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler tout simplement Enda, qui veut dire grâce de Dieu, et un garçon qui veut dire Yander, qui veut dire le protecteur. Et pour les noms calendaires, eh bien, on célèbre aujourd'hui tous les Sylvains. Journée internationale des pompiers célébrée aujourd'hui, eh bien, c'est le 4 mai que cela a été décidé, 4 mai 1999, en hommage à 4 pompiers décédés en Australie lors d'un feu de forêt le 4 janvier de la même année, ce qui a permis eh bien, la prise de conscience du rôle très important eh bien, des soldats du feu en Australie et aussi ailleurs, car journée célébrée partout. Cette journée a pour but de rendre hommage au dévouement dont font preuve les pompiers pour assurer un environnement de sécurité, bien sûr, dans la société. Il s'en est aujourd'hui. Part belle à une dame. Elle est camerawoman, si vous voulez, cadreuse, ici à la RTI. Elle fait partie de ces femmes-là, bien sûr, qui tiennent la caméra. Elles ne sont pas nombreuses, mais très efficaces. Adélaïde Congo-Sylvaine, voilà, et qui est cadreuse. Vous la voyez là, devant son engin préféré, la caméra, hein, qu'elle manie avec beaucoup de dextérité. Joyeux anniversaire à toi, donc, Adélaïde Congo-Sylvaine, camérawoman ici à la RTI. Pour le proverbe du jour, l'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. Allez, c'est l'heure maintenant du petit-déj. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission où se trouve une belle petite ambiance dans ce studio et que nous allons essayer de vous retransmettre à travers toutes nos différentes rubriques. Donc, allez, petit-déj maintenant avec Chef Daguerre, avec qui nous allons prendre plaisir à présenter bien sûr des mets aujourd'hui. Omelette farcie, brunoise de légumes et sa sauce hollandaise, poudre d'olive noire et fine d'herbe. Alors, vous allez tout comprendre et tout savoir dans ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, chef. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Bien réveillé ce matin? Oh, trop bien. Ah, c'est très tôt, hein? Oui, oui. C'est normal. C'est comme ça, matin. Ça s'appelle matin bonheur, non? Ben oui, matin bonheur. C'est ça. Voilà, alors, avec vous, on a eh bien, tous ces mets, mais c'est la réalisation qui va me permettre de me rendre, bien sûr, aux côtés du chef pour voir un peu ce qu'il nous propose ce matin. Donc, sinon, omelette farcie, on commence avec les omelettes? Oui, donc c'est simple, c'est une simple omelette. On fait une brunoise de légumes, haricots verts, carottes, oignons confits, des tomates, des ingrédients qui sont vraiment, il y a beaucoup de vitamines dedans. Oui. Ça nous aide à lancer notre journée. Bien donc, sûr. On a réalisé l'omelette derrière. Bien sûr. OK. Ici, vous allez avoir en studio eh bien, cette petite démonstration. Voilà, petite démonstration, vite fait. De ces omelettes farcies. Omelette un peu chic. Oui. Mais vraiment, c'est un plat qui peut nous aider à bien lancer notre journée. Et après, on coupe. On fait tout doucement. Hein. Ouais. Sinon, on risque de... OK. Après, on coupe. Et puis, moi, déjà, j'ai préparé l'assiette. Oui. Comment on a posé.
Ok, on a fait avec une sauce hollandaise. Oui. La sauce hollandaise, c'est une émulsion à base du beurre clarifié, du vinaigre avec du jaune d'œuf. Et on la travaille sur un bain-marie doucement. C'est vrai qu'il y a des thèmes techniques, beaucoup de thèmes techniques. Ouais. Ça prend combien de temps pour faire cette sauce hollandaise? Ça peut prendre 5 minutes maximum. 5 minutes. Vite fait. Le plat, il est vite, mais il est vraiment chic et pas trop lourd. Et nous aide à bien lancer notre journée. Mais quelles sont les quantités? Puisqu'on parle de beurre, on parle de jaune d'œuf. Là, on peut parler 150 grammes de beurre clarifié. Beurre clarifié, c'est une méthode, on retire le lait du beurre, puisqu'on a le fond du beurre. Ça se trouve dans les grandes surfaces? Non, on achète le beurre et puis on le fait fondre sur un feu doux. OK. Et puis, ça se sépare seul. Ça, on le fait à la maison. C'est ça même, à la maison. Et puis, on prend le jaune d'œuf, on le met sur un bain-marie. Combien 2 jaunes d'œuf. 2 jaunes d'œuf. Okay. Avec 100 grammes de beurre clarifié, oui. 10 grammes de vinaigre, sel, poivre, c'est fini. OK. OK. Après... Ça nous fait penser un peu à des sushis, en fait. C'est... La forme, bien sûr, la forme. Sinon... les ingrédients, ce n'est pas les mêmes, bien sûr. OK. OK, là. On doit ajouter un peu de fraîcheur. Ah, pour la décoration. Non, fraîcheur aussi, acidité. OK. OK. Ça, c'est, on a mis de la roquette. Voilà. C'est roquette, c'est aneth. OK. Et puis ici, on met de la mâche. Ça se trouve facilement sur le marché? Oui, dans tous les supermarchés, facilement. Oui. Maintenant, on peut tout trouver en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Tout. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la poudre d'olive. La poudre d'olive, oui. Olive noire. Olive noire. Voilà. On prend l'olive, on peut le réaliser à la maison aussi. Oui. C'est facile, ça prend du temps, mais c'est facile. Mais le goût, il est un peu relevé. Et comme ça, on peut garder l'olive pour beaucoup de temps et on peut l'utiliser comme un épice. Là, on sent que c'est assez sec. C'est sec, c'est sec. Parce que l'olive, déjà, se retrouve dans de l'eau, dans du liquide. Mais là, on voit que c'est... Okay. Mais dites-nous, comment est-ce qu'on réalise ça concrètement? OK. Oui. Four, température 100 degrés, 1h30. Après, on le laisse reposer pour la deuxième journée hors de la four, du four. Oui. Excusez mon français. Et puis après, on l'écrase. On l'écrase, tout simplement. simplement. On le laisse, tout simplement. Et là, on retire... s'il y a la noix au milieu, on la retire tout simplement. Ouais. OK. Notre tomate cerise. Maintenant, je fais doucement, mais normalement... c'est trop rapide, piment d'Espelette un peu, pour relever le goût. Du piment? Du piment Espelette, c'est un piment français. Oui. Il est corsé? Il pique? Pas trop, pas trop. Il relève les goûts. Il a un très bon goût. C'est un piment des pays de Basque français. OK. Très bon piment. Il nous fait voyager à travers, bien sûr... c'est une simple omelette. Ouais. On va tout doucement, hein? Ouais. On n'est pas... Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? OK, ça, c'est fleurs du sel. Les fleurs du sel. Les fleurs du sel. OK. OK. OK, normalement, pardon, je veux utiliser ma main, mais c'est important. Oui. OK. Un petit persil. Ça, c'est du persil. Oui. OK, maintenant, c'est fini. C'est tout simplement. Tout simplement. Oui. C'est une omelette. On peut réaliser vite fait le matin. Oui. Peut-être, vous allez dire c'est un peu difficile, mais c'est trop simple. Mais le matin, pour commencer votre journée avec une assiette pareille, c'est sûr votre journée... Mais on pourrait parler de difficile quand on a, bien sûr... il faut mettre la décoration avec, enfin, de manière minutieuse et tout. Il faut aller tout doucement, faut pas... Parce que là, quand on regarde, c'est assez joli, hein, franchement. Ça va. Pas trop joli, mais... non, si, c'est beau. En fait, la cuisine et puis les belles assiettes, oui. faut qu'on se laisse, quoi. Ah, on se laisse aller. Qu'on se laisse. Même si l'assiette, elle n'est pas jolie, mais c'est ça qu'on sent. Oui. Donc, on doit le mettre
dans l'assiette, c'est tout. Ok. Notre maman à la maison, quand elle fait de la nourriture, elle ne pense pas si c'est joli, si c'est pas joli, si c'est bon, si c'est pas bon. Elle fait la cuisine. ce qu'elle sent. C'est ça. Avec de l'émotion seulement. C'est ça aussi la gastronomie. C'est ça aussi. Bien sûr. Donc vous avez aujourd'hui une omelette farcie brunoise de légumes et sauce hollandaise, donc poudre d'olive noire et fine d'herbe pour cette belle assiette que vous avez aujourd'hui, bien sûr, en compagnie du chef Daguerre. Il a dit c'est pas compliqué pour, bien sûr, réaliser cela. Ça s'accompagne de pain ou simple? Parce que je vois que c'est très fourni, là. Non, c'est pas nécessaire qu'on prend avec du pain, car oui, il y a la sauce hollandaise, c'est assez lourd avec. Au milieu, bien sûr, de cet œuf, il y a ces légumes-là. La brunoise de légumes. Brunoise, ça veut dire c'est une très petite coupe. Oui. Une petite coupe qu'on s'appelle, le terme dans la cuisine, c'est brunoise. Des petites cubes, on peut dire. Généralement, quand on entend certaines femmes cuisiner, elles disent en dés. En dé. Oui. Petit dé. En petit dé. Petit dé. Oui. Mais le terme dans les cuisines professionnelles, on dit brunoise. C'est brunoise. C'est plus. Ah, bien sûr. Merci de nous permettre de dormir moins bête aujourd'hui. On a découvert un mot, brunoise. Et puis, tous les légumes qui sont là, c'est des légumes de chez nous, ici, en Côte d'Ivoire. Je vois des carottes. Carottes, navets, oignons, haricots verts. C'est des légumes fraîches. Parfait. Donc, le matin, ça peut se prendre tranquillement et puis on commence bien la journée. Est-ce que le soir, si on n'a pas envie de trop manger, on peut se permettre cela? Oui, ça peut. Si vous choisissez à manger une belle, bonne omelette comme ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr. En tout cas, c'est très fourni, c'est très joli aussi. Et puis, vous accompagnez tout simplement d'une belle sauce hollandaise. On l'a dit, jaune d'œuf, du beurre. Du beurre, bien à travailler à la maison. On peut se permettre. On met le beurre au feu tout simplement et puis on essaie de retirer le lait. Merci beaucoup à Chef Daguerre, qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir. Et donc, si vous êtes gourmand, vous pouvez accompagner avec, avec du pain. Sinon, ça peut se prendre simple. Tranquillement. Allez, nous, on va marquer une petite pause et on va revenir dans quelques instants pour la deuxième partie de Matin Bonheur. Merci encore à vous. Et puis, excellente journée. Merci à la réalisation qui nous permet... merci. Merci à la réalisation qui nous permet d'aller pour cette pause et on revient dans quelques instants. Allez, nous, on va sécuriser, bien sûr, cette assiette et on va se faire plaisir juste après l'émission. Histoire pour nous aussi de commencer la journée avec le tonus. À tout de suite. Retour de l'information dans cette matinale. En France, le procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017, s'est ouvert hier à Chambéry devant la cour d'assises de Savoie. Une première comparution très attendue pour l'homme déjà impliqué dans la mort de la petite Maëlie. Avant le procès de l'ancien militaire, la famille d'Arthur Noyer avait demandé à tous les soutiens de la famille d'être sereins. Réaction. J'ai tutoyé Arthur, comme j'ai parlé à Arthur comme s'il était là. Parce que pour moi, Arthur est là. Il sera là tout le long du procès. Il sera là, même quand je vais plaider, vous verrez, mais il sera là. Et il ne pourra pas mentir sans se contredire, parce qu'Arthur sera présent. Le papa me passe des petits mots pour me faire part un peu de ses réflexions sur chacune des interventions, notamment du conseil de l'accusé. Ils suivent les débats, ils regardent Nordal Lelandais aussi, ils ne baisseront pas les yeux. Et voilà, donc ils sont là, ils écoutent, ils subissent. L'heure du déconfinement a sonné dans les lycées et collèges en France. Une semaine après la rentrée des écoliers, collégiens et lycéens ont retrouvé eux aussi leur salle de classe ce lundi 3 mai. Ce jour signifie également la fin des restrictions de déplacement en première étape dans le déconfinement progressif du pays, engagé par le gouvernement. Après 2 semaines d'enseignement à distance, entrecoupées de 2 semaines de congé, les lycéens font leur rentrée en demi-jauge avec une alternance de classe en présentiel et distanciel. Réaction. Ah oui, franchement, présentiel c'est beaucoup mieux que le distanciel. J'arrive à suivre, j'ai les profs, j'ai les exos à faire. Enfin, je me sens plus motivé qu'en distanciel, que j'ai le lit, je suis dans ma chambre. Ça donne beaucoup envie de dormir, on a beaucoup de distractions.
le contact à distance, un peu en boîte de conserve avec le numérique, c'est pesant, à la fois le manque de contact avec les camarades, le manque de contact avec les enseignants. Donc ils sont plutôt contents de revenir, soyons honnêtes, plutôt pour voir les copains et les copines, mais aussi un peu pour nous voir nous et avoir une interaction directe. On a tous des inquiétudes puisqu'on entend parler dans les médias du variant indien, le problème que certains collègues ne sont pas vaccinés. Beaucoup de collègues ne sont pas vaccinés encore. Et donc on se dit, qu'est-ce qui est le plus important, la santé ou la scolarisation des jeunes? On veut tous bien faire. Après, chacun y met du sien. On espère que ça pourra avancer sans pour autant déstabiliser les élèves en fait. Une personne sur 5 souffrant du Covid-19 a besoin d'oxygène médical selon l'OMS. Indispensable, l'oxygène est devenu rare dans certains pays comme l'Inde qui fait face à un nombre record d'infections et de décès liés au Covid-19. Les hôpitaux sont désemparés face au manque de vaccins, au manque de lits, mais aussi d'oxygène. Le gouvernement indien a mis en place un dispositif de réapprovisionnement en urgence, une pénurie qui pourrait menacer d'autres pays. Au début de la pandémie, les experts avaient averti que plusieurs systèmes de santé seraient incapables de faire face aux besoins accrus en oxygène. 27 ans, c'est le temps qu'a duré leur mariage. Le milliardaire américain Bill Gates, 4e fortune mondiale, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates ont annoncé ce lundi 3 mai leur divorce après 27 ans de mariage. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage, ont écrit dans un communiqué commun. Les deux époux, Bill Gates, 65 ans, et désormais son ex-femme, 56 ans, ont 3 enfants. Ils ont créé la fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies, fondation Bill et Melinda Gates. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et merci à vous, cher Régis, pour le point de l'actualité sur RTI 1 dans Matin Bonheur. Deuxième partie de cette émission avec des échanges. On aura le digital dans quelques instants et nous parlerons droit avant de nous séparer. Allez, on va démarrer maintenant avec le digital. Aujourd'hui, sujet qui nous permettra de vous dire que tout n'est pas rose sur Internet, ou tout n'existe pas sur Internet. On va se pencher d'abord sur les offres d'emploi, les emplois fictifs que nous avons, et aussi des rencontres que les gens font sur Internet et qui tournent au drame. On fera un peu le tour de toutes ces questions en quelques minutes avec notre consultant, M. Cyriac Bogou. Voilà. Emploi fictif, on en parle aussi. Rencontres bizarre, je me permets le mot, avec des profils qui n'existent pas, des personnes qui se cachent derrière des profils. On va commencer d'abord par les emplois et aussi parler de cybermalveillance. Qu'est-ce qu'on appelle cybermalveillance? D'accord, bonjour Val, merci de me prêter le mot. Donc cybermalveillance, c'est toutes ces arnaques faites par le biais aujourd'hui d'Internet. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans la vie réelle, malheureusement, est aussi en train d'arriver dans le monde numérique. Donc, tout ce qui est malveillant, donc arnaque, donc usurpation d'identité et autres, tout ça aussi est en train d'arriver sur le monde digital. Donc, d'où le mot cybermalveillance. Alors, cela arrive et malheureusement, des milliers de personnes sont victimes à travers le monde. On a vu un peu avec la cybercriminalité et toutes ces arnaques-là. Dans le domaine de l'emploi, eh bien, dans quel but ces cybermalveillances-là sont réalisées dans le domaine de l'emploi? Déjà, il faut dire que l'un des premiers buts, c'est déjà récolter des informations personnelles via des individus. Donc, ils veulent se constituer sur vraiment une base de données. Deuxièmement, c'est dans le but de soutirer de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, donc via des informations qu'ils vont envoyer, ils vont dire aux gens de payer et tout ça. Et malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des crimes qui sont organisés via ces fausses offres d'emploi. Donc, il y a des crimes malheureusement qui sont commis, soit par des organisations bien faites, ou bien par des personnes qui
se la donnent, par exemple, peut-être parce qu'ils ont été contactés par des vendeurs d'organes et autres. Mais en tout cas, on voit de plus en plus ce cas-là arriver, surtout sous nos cieux, en Afrique et précisément aussi en Côte d'Ivoire. On n'ira pas bien loin pour les exemples. Le cas de la jeune dame qui s'est fait violer pensant qu'elle allait à un casting. Voilà. C'est dramatique. On a vu il y a quelques mois de cela, je pense que c'était au mois de février, une jeune dame voit une offre d'emploi concernant un casting pour un mannequinat. Elle dit qu'elle n'est pas mannequin. On lui fait des propositions comme quoi sa silhouette présenterait bien pour faire des photos. Oui. Donc, elle va au rendez-vous, elle se fait piéger, des hommes abusent d'elle et lui administre malheureusement une drogue pour lui faire sans doute oublier ce qu'elle a commis, ce qu'ils ont eu à commettre comme forfait sur elle. À la suite de cela, elle reçoit maintenant des menaces de ces personnes-là, lui disant de ne pas en parler sur les réseaux sociaux, comme quoi la vidéo serait publiée sur les réseaux sociaux. La vidéo a été publiée, la jeune dame a pris son courage à deux mains, a elle-même fait aussi une autre vidéo pour parler de ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, on sait que ces personnes-là ont été interpellées et le cerveau même de ce groupe a été mis derrière les barreaux. Au Nigeria aussi, par exemple, une jeune dame a été tuée. Elle cherchait du travail. Oui, malheureusement, la semaine dernière, c'est ce qui a fait un peu la une des réseaux sociaux au Nigeria. Une jeune dame a vu une offre d'emploi sur les réseaux sociaux. Elle est allée pour une interview, donc comme ça se passe pour n'importe quel type d'emploi. Donc, elle allait à l'interview et arrivée sur les lieux, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui louchait. Donc, elle appelle sa camarade qui se rend compte que où sa copine est partie pour faire l'interview, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle alerte les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux se mettent en branle pour commencer à faire des recherches sur la personne parce qu'on ne retrouve plus le corps, on n'a plus de nouvelles et autres. Oui. Et quelques jours après, la personne est interpellée et mise sous les verrous. Et ça a été vraiment un vrai fait divers sur les réseaux sociaux. Est-ce que la cause, c'est pas peut-être parce qu'à un certain moment, l'on a dit qu'il y a tout sur Internet, quel que soit ce qu'on veut trouver. Donc on se laisse aller et on ne cherche plus loin, on ne se promène plus avec les CV et tout. Oui, non, aujourd'hui nous sommes dans un monde digital. C'est vrai qu'on ne se promène plus avec les CV deviennent de plus en plus numériques, de plus en plus bien faits, mais c'est à nous aussi, personnes qui cherchent de l'emploi, de faire beaucoup attention. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment de se méfier sur les emplois. Lorsqu'on voit un emploi posté sur les réseaux sociaux, la première des choses, c'est de faire quand même des recherches sur cette offre. Parce que ce qui est constaté, tellement l'offre est alléchante. Quand tu vois même le salaire qu'on propose, tu dis waouh. Les conditions et tout, on est... Et souvent, on est dans un monde où on veut tellement gagner seul. Donc, non, je ne vais pas en parler à mon camarade, sinon lui aussi va postuler, je risque de perdre le poste. Donc, l'un mis dans l'autre, voilà ce à quoi ça arrive malheureusement. Et il se trouve que ce sont des fausses offres d'emploi pour soit soutirer de l'argent, soit avoir des données personnelles, soit malheureusement commettre un crime. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention aux offres que nous postons. Parlons-en autour de nous. Forcément, quelqu'un a déjà entendu parler de cette offre. Faisons des recherches sur l'entreprise. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? C'est vrai qu'il y a des organismes bien, des offres qui sont tellement bien faites avec des noms de domaine, avec un site web et autres. Mais après, il faut vraiment se renseigner. Je pense qu'il y a toujours une petite faille que les faussaires laissent et on peut toujours interpeller. Et ça, ce sont les mesures préventives, mais on a envie vraiment de vous demander comment se protéger concrètement et comment détecter ces faux profils et puis ces faux statuts que nous avons. Déjà, moi, le premier conseil que je dis, évitez d'envoyer des informations à une adresse email. On vous dit, bon, telle adresse email, si vous voulez postuler à telle offre, emmenez ça à telle adresse email. Une société qui se veut vraiment sérieuse va poster l'offre forcément sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, sur sa page et tout ça. Au moins, il aura une traçabilité de cette offre-là. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est de faire attention aux fautes d'orthographe. Souvent, l'offre est faite dans la précipitation et tout ça. Donc, on ne regarde pas trop les fautes d'orthographe et comme tellement on veut postuler parce que c'est alléchant. Oui. On ne fait pas beaucoup attention à ces petits détails. On ne regarde même pas ça, on regarde le salaire. On regarde le salaire, on nous donne combien et paf, on postule. Avant-dernier point que je peux dire aussi, c'est vraiment faire attention
à la personne qui l'envoie. Par exemple, dans les écrits, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Essayez de détecter poser des bonnes questions. Si la personne n'est pas capable de vous dire des choses, de vous donner certaines informations sur l'entreprise, sur même votre poste pour lequel vous devez faire l'interview ou autre, si vous sentez que vraiment il y a du doute, laissez tomber. Quelle que soit l'offre qu'on vous apporte, si vous sentez qu'il y a du doute dedans, laissez tomber et parlez-en, signalez-le, parlez-en autour de vous. Et souvent même, ils se font passer pour d'autres sociétés. Donc, contactez la société pour savoir si ils ont vraiment eu à mettre cette offre-là en ligne et tout ça. Il y a eu des cas ici, malheureusement, en Côte d'Ivoire, où des personnes se sont fait passer pour une telle entité. Et c'est les personnes qui voulaient poster qui ont postulé, qui ont appelé l'entité pour dire « Ah, est-ce que vous avez vraiment eu à mettre cette offre-là en ligne ?» Et de grosses boîtes. Hein. Et l'entreprise a dit « Non, nous n'avons pas mis cette offre-là en ligne. » Donc, il y a ce petit coup d'œil-là qu'il faut avoir. Et après, il y a vraiment son intuition qui joue pour beaucoup. Mais posez toujours la question autour de vous, forcément, quelqu'un a la réponse. Bien sûr, il faut aussi s'assurer de l'existence juridique de oui, ça c'est la première, ça je dirais même ça c'est la base. Ça, je n'ai même pas besoin de dire ça parce que est-ce que l'entreprise existe? Ça, aujourd'hui, il y a le CPC qui est là, donc où toutes nos entreprises sont répertoriées. Ils ont une base de données, c'est de renseigner cette base de données. Est-ce que l'entreprise en question existe? Est-ce que sur Internet, l'entreprise existe? Comme je dis, il y a d'autres qui peuvent le faire tellement bien. Mais il y a toujours une faille qui vont laisser. Quand vous parlez de ne pas envoyer vos données personnelles, c'est peut-être le numéro de carte bancaire, le RIB et tout? Oui, aujourd'hui, il y a des entreprises qui te disent, par rapport à l'offre que nous faisons, comme... en tout cas, tu es tellement bien, ton profil est tellement bon, on sent qu'on va te prendre, il reste juste la décision du DG. Donc, il aura des formations à faire. Donc, pour ces formations-là, normalement, tu dois payer telle somme. Mais comme, bon, tu commences et autres, on veut que tu payes tu vois, on te fait une promotion, une réduction, alors que tu n'as même pas encore commencé. Et comme tu veux tellement travailler, on veut tellement travailler, on donne ces informations. On te dit, donc, emmène-nous ton compte bancaire, ton relevé d'identité bancaire et autres, même ta carte bancaire, si tu as une carte bancaire, pour qu'on te prélève là-dessus, parce que tu auras droit à faire telle formation qui, normalement, c'est même pas le coût. Mais comme c'est toi, exceptionnellement, on te fait ça. Faisons beaucoup attention. Faisons attention à cela, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes, malheureusement, sur Internet. Et comme Ange l'a dit, tout n'est pas net sur Internet. Bien sûr, merci pour le jeu de mots. Alors, on va rester dans ces cas de figure parce qu'on a envie de montrer plusieurs exemples donc, à nos téléspectateurs. Il y a, par exemple, cette offre qui vient d'une personne très proche, qui vous recommande ou bien qui vous conseille. Là, on y va les yeux fermés. Oui, parce que là, la personne, c'est une personne de confiance. Est-ce qu'il faut être encore regardant là Je dis toujours, il faut douter de tout. Même si c'est Ange qui m'envoie l'information, je doute. Mon premier réflexe, c'est de douter. Oui. Ça, en technique de fact-checking, donc de vérification des faits, c'est la première attitude à avoir. C'est de douter de tout. Même de la personne même en qui j'ai le plus confiance, je doute. Le doute va vous permettre de pousser plus loin vos recherches. Et vos recherches vont vous emmener à certaines informations et vous allez vous-même vous faire votre propre opinion. Vous allez vous-même savoir si ce qu'on m'a dit était vrai ou faux. Donc, ce n'est pas parce que c'est M. Ange qui me sollicite, qui dit « envoie vite ton CV à telle adresse » que je vais automatiquement le faire. Je vais quand même prendre un temps de doute, vérifier l'information, si vraiment cette entreprise... Après, on va dire non, peut-être c'est des informations, il y a des postes peut-être qui ne sont pas diffusés sur Internet, qui se font... bon, après, ça, c'est de la politique de certaines entreprises. Oui. Mais normalement, une entreprise qui se veut sérieuse fait toujours un appel à candidature sur ses profils. Alors, et même quand on vous envoie des documents, n'apposez jamais la signature. Non, toujours ne pas signer. On se permet de signer comme ça des documents n'importe comment. Il faut lire. On se dit souvent, c'est long, ou bien souvent, je n'ai pas le temps, donc je signe, mais sans pour autant savoir en quoi je m'engage. Votre signature est très importante. Ça peut vous porter préjudice demain, donc prenez la peine de faire beaucoup attention à tous vos actes, à tous vos gestes que vous faites sur Internet. Rapidement, avant de trouver des solutions et savoir qu'est-ce que les victimes, enfin ceux qui sont en vie, celles qui sont en vie, pardon, pourraient faire, il y a par exemple aussi ces sites de rencontres.
vous souriez parce qu'il y a des sites de rencontres sur le net. On a besoin de l'âme sœur, on se tourne vers Internet parce qu'on a envie de se marier ou être en couple. Qu'est-ce que vous pourrez dire sur cet état de fait? La première des choses que je peux dire, c'est de faire attention. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe plusieurs plateformes où on dit qu'on pourrait rencontrer l'âme sœur, mais je dis toujours que l'âme sœur, il y a des circonstances qui vont vous permettre de la rencontrer. Je ne suis pas conseiller conjugal, mais sur le plan numérique, ce que je peux dire, c'est de faire attention. Qui vous met en contact avec cette... Est-ce que la plateforme en question sur laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est crédible? Qu'est-ce que les gens disent de cette plateforme? Est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a déjà eu à faire face à cette plateforme? Est-ce qu'il y a de belles expériences? Est-ce qu'il y a des expériences? Quelle est son expérience avec cette plateforme? Oui. Donc, écoutez votre entourage, écoutez des personnes qui ont eu à faire ça. Ne vous fiez pas forcément aux commentaires qui se disent sur la plateforme. Les commentaires peuvent être falsifiés, les commentaires peuvent être achetés, les commentaires peuvent être fabriqués. Mais demandez à des réelles personnes qui ont eu à faire face à l'utilisation de cette plateforme de vous en dire un peu plus avant de vous-même vous lancer. C'est ce que je peux dire pour ce cas de figure. Merci en tout cas pour vos éléments de réponse. Rapidement, avant de terminer, j'en suis victime, qu'est-ce que je fais? Vous êtes victime, qu'est-ce que vous faites? La première chose, c'est de porter plainte au commissariat le plus proche ou bien à la gendarmerie, le poste de gendarmerie le plus proche. La deuxième chose, aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. Qui a du travail. Qui a du travail. Ouais. Et vous pouvez aller signaler cette arnaque, cette malveillance-là à cet endroit, donc qui est régi par le ministère de l'Intérieur et autres. Et ensuite, c'est de porter plainte. Pourquoi porter plainte? Parce que peut-être votre identité a été usurpée à d'autres fins. Donc, le fait de porter plainte vous dégage, en tout cas, de toute... comment je vais dire ça? En tout cas, vous met à l'abri. Vous met à l'abri de tout ce qui a été fait avec votre identité. Oui. Donc, voilà un peu les 3 cas de figure que je peux dire. Donc, porter plainte, donc commissariat, gendarmerie, aller à la PLCC, porter plainte de manière numérique pour qu'eux aussi, ils puissent suivre les traces. Et troisième, encore porter plainte pour que vraiment votre identité soit préservée de tout acte frauduleux. Quand on parle de porter plainte, il y a un monsieur qui est assis là déjà dans ce studio qui nous regarde avec beaucoup d'acuité. Non, ça marche. Merci. Ça marche. Merci beaucoup Merci. à monsieur Cyriaque Bogou. Voilà, il est expert digital. Avec lui, bien sûr, c'était notre thème d'aujourd'hui. Tout n'est pas net sur Internet, donc il faudrait faire attention, ne pas vous laisser aller, il faut regarder, il faut lire, il faut prêter attention, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce qu'on a quelque chose d'alléchant en face, parce que tout n'est pas net sur Internet. Allez, excellente journée à vous. Merci à vous aussi. On va vous dire au revoir avec ce magnifique dossier qui va nous emmener, bien sûr, dans la belle commune de Tafiré, où se trouve une école particulière pour des cours particuliers, l'école des génies de Tafiré, dans le dossier de RTI de signé Bintou Pekele. Canaries, plumes de volaille, ossements d'animaux, images de serpents au mur. Bienvenue à l'école des génies à Tafiré, dans la région du Yambol, au nord du pays. Assis sur son trône de fortune, le maître génie Zoumana Traoré, entouré de ses élèves, a reçu le don de parler avec les esprits à l'âge de 15 ans. Je les voyais causer avec moi, mais je pensais que c'étaient les habitants de notre cour. Ils sont venus me donner des éléments pour travailler, mais je n'ai pas voulu, car je ne voulais pas de ça comme travail. J'ai fait d'autres activités, comme la boucherie. J'ai même vendu dans un restaurant, mais rien de tout ça ne m'a réussi. Quand on est destiné à quelque chose, tu ne peux pas y échapper. Donc Dieu l'a voulu ainsi. Mes mamans m'ont aussi demandé pardon pour que j'accepte ce destin. J'avais peur, mais les génies m'ont rassuré qu'ils ne veulent du mal à personne. Ils veulent se joindre à moi pour qu'on aide les gens, éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, aider ceux qui souffrent, assister les pauvres, orphelins et malades. Je leur dis, si c'est ainsi, si vous voulez juste aider, alors je vous suis. Donc c'est sur ce cheminement que je suis jusqu'à ce jour. Une vingtaine d'années après, Zoumana a transformé la cour de son père en un centre de soins et d'enseignement. Ici,
Il transmet cette science à ceux qui le désirent et qui en ont les aptitudes. Notre enseignement n'est rien d'autre que des soins. Ce n'est pas du fétichisme. Ce sont d'autres créatures de Dieu qui veulent de notre amitié afin qu'on puisse collaborer en vue de sauver des gens. Celui qui tombe malade et qu'on découvre que c'est par notre chemin qu'il trouvera solution, nous les approchons pour en savoir plus et nous faisons de notre mieux quand il arrive à nous. Je les enseigne comme j'ai été enseigné à mon tour. Pour intégrer son école, il faut être détenteur d'un esprit appelé génie ou djinn en malinké. Heureux ici, l'examen de passage, il se déroule dans cette salle. Notre caméra ne peut fixer la séance, par contre notre reportage est soumis à examen. Tout commence par une pièce d'argent sur laquelle est dit le motif de la consultation. Dame Koné, une élève avancée dans la formation, se met à la tâche sous la supervision du maître. Très vite, la séance prend une autre tournure. Les esprits commencent à dévoiler des secrets de quelques personnes dans l'assemblée. Zoumana intervient pour les calmer et les oriente sur l'objectif du jour. Toutes les pièces de coris et de coquillages lancées retombent sur la même face. Notre équipe est porteuse de bonnes nouvelles. Elle a demandé la permission aux esprits et celle-ci vient d'être accordée. Quand elle consulte, elle parle avec les génies. Et quand la réponse est affirmative, elle tape 2 fois la main. Mais quand c'est négatif, elle met la main de côté pour dire non. Le maître génie Zoumana est célibataire et sans enfant. Il porte à lui seul 3 esprits, des jumeaux venus de l'eau et un 3e, celui d'une femme prénommée Afoué. Mon travail a beaucoup de voies. Ce qui vient d'être fait est le chemin de mon côté maternel. Mon côté paternel a aussi son chemin. Celle qui m'a aimé, Afoué, a aussi son chemin. Mais c'est cette manière que nous avons trouvée avec notre grand-mère. D'autres esprits sont matérialisés dans cette salle par des objets. Au nombre de ceux-ci, Mami Wata, la sirène des eaux, très connue en Afrique de l'Ouest. Sur le mur extérieur, une femme mi-serpent serait un esprit d'un pays voisin. À ses côtés, des têtes d'antilopes parées de coris, symbole des génies en pays tagbano, appelés Soyugo ou Hoyugo. 2 spécialités sont enseignées dans cette école. La pratique traditionnelle qui fait appel à la formation des dozo, des chasseurs de brousse, et la pratique traduite moderne. Les apprenants sont considérés comme des médiums. Tous se disent utiles à la société. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'apprentissage ici. Quand un malade vient, c'est nous que le maître envoie en brousse pour chercher les plantes. Si je quitte cette école, je peux tout faire sauf travail de génie, parce que moi je suis spécialisé dans la pratique traditionnelle. Si c'est un malade, je peux faire quelque chose, mais pas avoir recours au génie. J'ai fait 7 ans, maladie, 6 maladies. Ils ont tout fait, ils ont tout fait. Moi, j'allais mourir. Après, ils ont dit que ce sont les génies qui me travaillent. Et mais ils ont montré les patrons. C'est ça, on est venu derrière lui. Et puis, effectivement, il m'a fait. Puis, je suis devenu l'homme. En tout cas, je ne suis pas encore parti chez moi. Ça dépasse 5 ans. Est-ce que tu espères partir chez toi? Si j'ai parti, mon mari est là, mes enfants sont là. Je peux partir au village, là. Mon papa fait le travail de génie, donc nous faisons le travail des génies. Nous ne faisons que suivre le chemin sur lequel notre Père nous a mis. À ces élèves s'ajoutent les nouveaux venus. Ils cherchent encore leur repère, comme Fanta, qui ne se souvient plus des circonstances de son arrivée. Les élèves doivent passer à une autre étape importante, la danse des génies. Mais avant, il faut une permission qui se fera sans nos caméras. 1 heure après,
Fumée blanche, la permission est accordée. La direction de l'école est installée. Le tam-tam annonce l'arrivée des élèves habilités pour cette étape, toutes des femmes. Elles sortent de la maison à reculons, un rite que seuls les initiés comprennent. Chacune porte sur la tête une représentation de l'esprit qui l'habite. Certains en ont une deuxième en main. Le maître Zoumana entonne les chants après les bénédictions. La danse peut enfin commencer. Si quelqu'un perd un objet, ou s'il y a un malade, ou encore s'il y a un problème qui préoccupe des gens, on peut faire la danse pour résoudre la question. S'il y a la sortie d'élèves, on danse aussi. Parfois, les génies même disent qu'ils ont trop duré dans la maison et ils réclament la danse. On danse vraiment partout. Lorsque le maître esquisse quelques pas de danse, il est très vite arrêté par ses élèves, signe de respect. Notre machiniste ne bénéficiera pas de ce respect lorsqu'il est choisi par les génies. Pendant que les élèves avançaient dans la formation danse, les plus jeunes ramassent au sol les fils des tenues qui ne doivent pas se perdre et les autres restent accroupis pour témoigner leur respect. La danse prend fin seulement quand les esprits le décident. C'est quand ils sont contents qu'ils s'arrêtent. Je prie Dieu même qu'ils s'arrêtent. Quand tu les arrêtes de force, les danseuses ne deviennent plus normales. Elles sont bizarres jusqu'à ce que l'esprit les quitte. Certaines peuvent rester comme ça pendant une semaine si l'esprit ne se calme pas vite. C'est pourquoi nous ne les provoquons pas. Nous ne faisons que les suivre. Même si on les provoque, on subit leur volonté. L'école des génies de Zoumana Traoré à Tafiré revendique plus de 60 élèves en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières. Certains sont capables de soigner sur instruction des génies et d'autres peuvent juste consulter ou cohabiter avec l'esprit qui les habite. Danser reste l'ultime étape pour faire parler les génies sur plusieurs questions. De retour dans Matin Bonheur, bien sûr, pour entamer le dernier virage avec notre consultant que vous connaissez super bien. On va juste vous permettre de l'installer avec ce jingle. Maître Landry Couillot, conseiller juridique. Aujourd'hui, la protection des personnes vulnérables en droit du travail. Nous allons donc évoquer le droit du travail. On reste toujours dans cette mouvance de célébration du droit du travail. Oui, le mois de mai, consacré bien sûr à cette activité si particulière, spécialement à ces personnes que l'on désigne par le terme de travailleurs, qui sont en réalité le moteur de la société et qui mériteraient bien sûr de notre part, de la part des gouvernants, mais de toute personne, le maximum de respect, parce que sans eux, il n'y a pas production ni productivité. Il a commencé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit du travail? Alors, le droit du travail, c'est l'ensemble des règles à caractère juridique qui organisent les relations individuelles et collectives entre les employeurs et leurs employés. Voici la définition scientifique et juridique du droit du travail. En d'autres termes, c'est comment est-ce que vous accédez à un emploi, comment est-ce que vous travaillez au sein d'une entreprise et comment est-ce que vous pouvez sortir de cette relation, de cette entreprise-là, tout en préservant les droits et la dignité qui vous reviennent. J'ai envie d'ajouter, comment est-ce que l'entreprise me traite? Absolument, absolument. Parce qu'en réalité, le droit du travail est un droit qui est formulé, qui est créé pour le travailleur. Travailleur salarié subordonné s'entend. Et nous allons bien sûr, certainement dans votre questionnaire, essayer de comprendre ce pourquoi est-ce qu'une telle disposition, un tel droit est créé, parce que la création du droit de travail est assez nouvelle. Vous comprenez, ça ne date pas de plus de 400 ans, 200, 300 ans maximum, et une histoire douloureuse. Le droit du travail s'est créé, s'est forgé à la sueur, au sang
de catégories de personnes qui, dans leur rapport avec la société, étaient appréciées comme des gueux, des personnes sans importance, et qui ont dû se battre, ont dû crier pour se faire entendre et ont dû payer de leur vie pour obtenir des choses qui nous paraissent aujourd'hui si évidentes, et pourtant. Eh bien, c'est ce qui aussi a conduit à légiférer pour encadrer le travail? Absolument, absolument. Vous savez, à une certaine époque, les gens on pouvait prendre n'importe qui pour travailler dans n'importe quelles conditions. Il suffit de lire le livre de référence que j'adore, que j'ai lu à plusieurs reprises, Germinal d'Émile Zola, pour se rendre bien compte de combien de fois travailler est une chose pénible. Pénible pourquoi? Parce que le travail vous met dans une relation de pouvoir, où il y a une personne qui détient le capital, les moyens de production, et il y a vous qui avez besoin de gagner votre pain, votre vie, et qui, ayant quelques spécialités acquises, soit par formation ou par l'apprentissage, aura donc à exécuter une tâche spécifique par jour, afin qu'à la fin du mois ou dans une période bien déterminée, vous obteniez quelque chose. Mais ce quelque chose-là, il est juste pour vous permettre de survivre. Jamais le salaire n'a permis à qui que ce soit de s'anoblir. Le salaire, il est formulé, il est conçu, il est calculé de sorte que vous sachiez, vous soyez en capacité de satisfaire à vos besoins primaires. Manger, se loger, encore même se loger, mais dans quelles conditions? Apprécions la majorité des travailleurs et les conditions de vie de ceux-ci, que nous nous rendrons compte que le travail, tel que le définissent les Grecs, c'est vraiment une épreuve de souffrance, de douleur, tragos, souffrance, épreuve, torture pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Et lorsque les conditions de travail sont abusives, lorsque l'employeur, le patron, le fameux patron s'inscrit dans une démarche de rapport de pouvoir et non de relation d'autorité, on se rend bien compte qu'il y a la nécessité, cette fois-ci, de pouvoir d'engager les hommes politiques afin de pouvoir encadrer ces relations de travail pour garantir un minimum de dignité à ceux qui sont les plus faibles dans cette relation. On parlera bien sûr de ces personnes vulnérables. Qui sont-elles? Mais lorsqu'on met en place le droit du travail, est-ce un droit de protection du travailleur au détriment de l'employeur? Non, ce n'est pas un droit qui est établi au détriment de l'employeur. Bien au contraire. C'est un droit qui est établi, certes, protecteur du travailleur salarié subordonné, mais qui engage l'employeur à agir avec pleine connaissance et pleine conscience de celui qui est en face de lui. Tout à l'heure, je parlais de rapport de pouvoir qu'il faut opposer au rapport d'autorité. Le rapport de pouvoir, dans l'appréciation classique du lien de subordination, qui est si caractéristique du droit du travail et du contrat de travail, fait qu'on considère que le chef d'entreprise est celui qui régente et qui sanctionne. C'est une appréciation traditionnaliste, dépassé, suranné. Aujourd'hui, on voudrait que le chef d'entreprise soit un manager, dans le sens où la relation qu'il entretient avec le travailleur, même dans le cadre du lien de subordination, soit une relation d'autorité. Cela signifie qu'il vous traite avec considération. Cela signifie qu'il manifeste de la responsabilité vis-à-vis de ceux qui répondent de lui. Et cela signifie concrètement que celui-ci vous donne un travail qui est à la hauteur de vos capacités, un travail qui vous anoblit et non pas un travail qui vous avilit. Il vous donne aussi les moyens suffisants en quantité comme en qualité pour exécuter les tâches auxquelles vous êtes commises. Mais aussi, c'est quelqu'un qui vous forme. Il faudrait que le travail que vous exécutez soit un travail qui vous permet de vous épanouir intellectuellement, de vous épanouir psychologiquement, de vous épanouir économiquement et socialement. Mais c'est aussi quelqu'un qui se donne les moyens d'assurer un suivi et un contrôle des tâches que vous exécutez. Si l'employeur n'est pas capable d'assurer ceci, à ce moment, ce n'est pas un employeur qui exécute ou qui permet la bonne exécution du travail dans un lien de subordination, ce qui s'inscrit dans un rapport d'autorité et non pas dans un rapport de pouvoir. On comprend bien aisément que les choses évoluent. Absolument. On n'est plus dans l'Antiquité. Quelles sont les sources de ce droit? Alors, le droit du travail a des sources qui sont des sources nationales et des sources internationales. Mais les sources les plus fortes, celles qui inspirent les sources nationales, sont des sources internationales. Donc, les conventions internationales, les traités et autres que nos États ont ratifiés et qui sont garantis par l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail, qui veillent scrupuleusement à ce qu'un minimum de droits universel soit accordé à tout travailleur, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. On a les sources qui sont des sources nationales, dont la fameuse Constitution, qui permet à tout le monde d'avoir un accès à l'emploi. Pas pour dire que tout le monde peut travailler juste parce qu'il le désire, mais sauf que la compétition
soit une compétition qui soit transparente, qui soit juste, qui soit équitable. Il va falloir bien sûr que lorsque vous décidez de créer des postes de travail dans votre entreprise, vous ne le fassiez pas de manière mystique ou de manière occulte. Oui. Cela signifie qu'il va falloir rendre l'offre publique et que toutes les personnes qui répondent au profil soient en capacité de venir compétir. Ça, c'est important. La Constitution vous garantit ça. Et ça, c'est très précieux à le faire. Mais aussi, il y a les sources qui sont des sources législatives. Et la source législative, qui est la pierre angulaire, c'est le fameux Code du travail. On dit Code du travail parce que le texte, il est volumineux. Les articles sont nombreux. Par voie de conséquence, il constitue un véritable livret. Et donc, c'est une loi qui est votée par l'Assemblée nationale et qui va donc déterminer l'essentiel des règles qui vont organiser la relation de travail individuelle et collective. Ça veut dire entre vous et l'employeur, mais aussi entre un groupe de travailleurs et un groupe de patrons, dans le sens où votre droit, par exemple, à faire la grève est un droit qui vous est garanti, ou un droit à vous constituer en syndicat est un droit qui vous est garanti. Aucun employeur, quelle que soit la puissance qu'il détient, ne peut empêcher à un groupe de travailleurs d'adhérer ou d'être affilié à un syndicat et de revendiquer choses nouvelles, non pas donc des choses qui ne sont pas acquises au cours dans l'entreprise, dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, ou de réclamer des choses qui sont évidentes, évidemment établies par la loi, mais que l'employeur réchigne à faire appliquer au sein de l'entreprise. Alors, dites-moi, maître, loin de moi l'envie d'être pessimiste, vous avez évoqué la législation, vous avez évoqué le code du travail, donc, en Côte d'Ivoire. Utopie ou réalité? Non. Sur le terrain. Non, il y a une chose, je rappelle toujours aux uns aux autres. Oui. Le droit, qu'il soit proclamé de la manière la plus haute possible, jusqu'au 7e ciel, a une réalité qui est palpable, une réalité qui est cuisante. Le droit se conquiert. Que je vous dise que vous avez le droit d'aller à l'école, il va falloir que vous puissiez réclamer cela. Ce droit, oui. Et que vous allez vers ce droit-là. Quand bien même l'on reconnaîtrait, d'un point de vue constitutionnel et législatif, que les travailleurs ont droit associé à certaines protections qui sont des protections formidables, comme le fait que vous ne devez pas souffrir de discrimination du fait de votre âge, du fait de votre état de santé, du fait de vos orientations sexuelles, du fait de votre appartenance ethnique ou bien de votre affiliation politique. Si, à l'occasion d'un abus ou à l'occasion d'une démarche de l'employeur qui piétine ce droit, vous vous taisez, mais vous allez souffrir, bien sûr, de ce déni de votre droit. Pour que ce droit puisse vivre, il va falloir le réclamer. Et lorsque on vous le dénie, vous avez des moyens de recours, soit à l'inspection du travail, même au tribunal du travail. Avant même d'y aller, vous avez les différents représentants du personnel, comme le délégué du personnel ou le représentant syndical, qui sont en capacité de vous permettre de voir que vos droits puissent être appliqués ou être reconnus. Donc, il est important qu'il y ait cette dynamique-là des uns et des autres, de dire, c'est vrai que j'ai besoin d'un emploi, c'est vrai que je dois nourrir ma famille, mais je ne vais pas le faire en situation d'indignité. Je ne vais pas quand même me coucher. Il y a des personnes, il y a des millions de personnes qui sont mortes pour ces droits-là. Il va falloir au moins les honorer. Il faut prendre conscience qu'on a déjà ces droits. Il faut prendre d'abord connaissance que vous avez vos droits. Oui. Il faut prendre connaissance. Et la loi, le droit ivoirien et partout dans le monde, implique ou engage l'employeur à révéler ce droit-là. Déjà par le règlement intérieur, qui établit des règles qui sont tirées du Code du travail. Mais au niveau des responsables des ressources humaines, ils ont une démarche pédagogique vis-à-vis des employés. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir coacher tout le monde, mais ils ont au moins les délégués du personnel, les représentants syndicaux, vers lesquels on va et on les instruit en fonction de la réalité de l'entreprise, de telle ou telle situation que les employés ou le personnel doivent pouvoir savoir, de sorte à avoir des relations de travail intelligentes et juridiquement bien câblées. C'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un employé ou un travailleur qui n'est pas suffisamment instruit de ses droits, il est arrivé lui-même à enfreindre ses droits, ou alors à agir contrairement même au droit du travail. Il va croire qu'il agit bien, alors qu'il agit de manière gauche. Il faut d'abord l'instruire, il faut l'éduquer à cela. Et lorsqu'il est éduqué à cela, il développe une conscience juridique. Et cette conscience juridique partagée au niveau de l'entreprise permet aux uns aux autres de se garder d'agir contrairement à la loi. Je répète tout le temps, quand on est en situation de pouvoir, on est tenté d'en abuser.
L'employeur est en situation de pouvoir. C'est lui qui réglemente, qui régente même, et c'est celui qui a le pouvoir de sanctionner. Mais lorsqu'il a ce pouvoir-là, il est tenté à toute fin utile, lorsque cela participe de son propre intérêt, de piétiner vos droits lorsqu'il sait que vous ne le savez pas. Dans le cadre, par exemple, d'une procédure disciplinaire, la loi dit clairement dans l'article 17.2 qu'on ne peut pas vous infliger une double sanction pour la même cause. Mais un employeur peut, pour avoir constaté que vous avez commis une faute, peut vous infliger une mise à pied, et après la mise à pied, parce qu'il n'aime pas votre hôtel, il se dit dans tous les cas, je veux me débarrasser de lui, il va vous licencier. Oui. Double sanction, ce qui est illégal. L'employeur, par exemple, peut décider de vous licencier du jour au lendemain parce qu'il peut se dire que la faute que vous avez commise est une faute lourde. Oui. Et la loi est claire. Dans l'article 17.5, qui dit, avant toute sanction, il va falloir garantir le droit à la défense du travailleur, lequel droit à la défense se manifeste par la réponse à une demande d'explication. Oui. Ça veut dire que l'employeur doit enclencher la procédure disciplinaire en vous servant une demande d'explication. Ben, elle n'est pas forcément faite partout. Bien au contraire, il y a des gens qui se retrouvent à la porte, le pain arraché de la bouche, du jour au lendemain, et on n'a pas pris soin de pouvoir veiller à ce que les différentes démarches soient faites. Lorsque vous avez, par exemple, toujours dans le cadre de la procédure disciplinaire, vous avez affaire à quelqu'un d'analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire. Mais il va falloir que vous puissiez l'instruire sur la procédure. Lui dire, voici vos droits, vous avez le droit de vous faire accompagner par le délégué du personnel. Et il faut même aussi et surtout pouvoir informer l'inspection du travail de ce que vous avez enclenché une procédure, de sorte à ce qu'on puisse veiller à ce que vous respectez la procédure et qu'il n'y ait pas des vices graves. Et ça, c'est le devoir de l'employeur. C'est le devoir de l'employé, c'est le devoir du responsable des ressources humaines, c'est le devoir du responsable juridique en charge ce dossier-là. Il ne s'agit pas de dire « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Il ne s'agit pas de dire « mais c'était à lui de savoir, nul n'est censé ignorer la loi ». Non, il y a la responsabilité de l'employeur d'agir par taboni, c'est-à-dire en bon père de famille. C'est en cela que je parle de rapport d'autorité, d'agir en pleine connaissance et en pleine conscience de celui qui est en face de vous, donc le traiter les cas au cas par cas. Si vous avez en face de vous un au cadre d'entreprise, vous n'avez pas besoin de le faire puisque sa qualité, son profil impose bien sûr qu'il y ait ce minimum de connaissances. Mais lorsque vous avez un ouvrier, quelqu'un qui n'est pas un ouvrier qualifié, qui ne sait ni lire ni écrire, le minimum serait bien sûr, je ne parle même pas d'humanisme, je parle d'équité. L'équité juridique voudrait bien sûr que vous renseigniez cette personne-là parce qu'elle n'est pas censée savoir ça. Elle n'est pas censée savoir ça. Et même certains professionnels ne maîtrisent même pas le droit dans toute sa substance, encore moins quelqu'un qui est dans une pareille situation. Donc, l'adage selon lequel nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude est une application qui se fait in concreto en fonction de la situation ou du profil de la personne qui est en face de vous. Alors, on comprend aisément que le droit du travail est bénéfique, bien sûr, pour le travailleur et pour l'employeur. Alors, pour l'employeur, c'est très important dans le sens où cela déjà lui permet de tirer meilleur parti, meilleur bénéfice de son personnel. Lorsque vous avez un personnel qui travaille en toute sécurité, en toute situation d'apaisement, parce qu'on sait qu'on travaille dans un cadre qui n'est pas sauvage, mais un cadre qui est civilisé, puisque le droit vient civiliser les relations entre les hommes. Ça, c'est la première fonction idéologique du droit et politique du droit, civiliser vos relations. À ce moment-là, vous avez des personnes qui, lorsqu'elles décident de travailler pour vous, donnent le meilleur d'elles-mêmes. Souvent, l'employeur se dit, il sait trop ses droits, il risque d'être un blocage pour moi, quelqu'un qui est constamment en train de contester. Et ça arrive, hein? Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que plus il sait, mieux il sait. À ce moment-là, il sait demander, il sait réclamer, il sait revendiquer. Vous savez, on ne réclame pas, on ne revendique pas en entreprise n'importe comment. On ne fait pas la grève n'importe comment. Parce que quand vous savez comment est-ce qu'on enclenche une procédure de grève, vous évitez de commettre les fameuses grèves sauvages. Bien sûr. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui sait et qui sait mieux parce qu'il est formé continuellement au sein de son entreprise est quelqu'un qui est un partenaire pour la direction générale, donc pour l'employeur. Mais si vous craignez de lui permettre d'avoir accès à l'information juridique, à la connaissance et à la culture du droit du travail, vous risquez d'avoir des personnes qui, à l'occasion d'une exacerbation, parce que elles se sentent être flouées dans leurs droits, vont agir mais de manière violente contre vous.
Souvent, vous êtes molesté, on a vu des chefs d'entreprise molestés, vous êtes enfermé dans votre bureau, vous êtes menacé de mort, alors qu'ils auraient pu procéder de manière beaucoup plus civilisée, de plus apaisée, s'ils savaient comment s'y prendre. Alors, on va évoquer maintenant des personnes vulnérables. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui n'a pas toutes ces aptitudes intellectuelles, qui n'est pas allé longuement à l'école. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer dans ce groupe de personnes vulnérables là, des personnes en situation de handicap, par exemple? Mais bien sûr, il y a des personnes qui sont naturellement appréciées, selon Aristote, comme des personnes vulnérables, la femme et l'enfant. La première des choses, c'est qu'on estime que l'individu de moins de 14 ans est un enfant et que celui-ci est exclu du monde du travail. Ce qui fait que le travail des enfants est interdit. Et qu'il y a une lutte farouche qui est menée par les États à travers le monde, et surtout l'État de Côte d'Ivoire. Oui, chez nous en Côte d'Ivoire, avec ce comité mis en place. L'enfant est exclu du monde du travail. Il faut faire la distinction entre travailler et les différentes tâches domestiques à caractère ménager ou champêtre. Un enfant peut être sollicité à la maison pour pouvoir aider sa mère à faire la cuisine, à balayer, à nettoyer. C'est important pour sa propre éducation. Aux zones rurales, d'accompagner ses parents. Mais ce qui est interdit, c'est qu'on soumette l'enfant à une tâche ou à des missions d'exécution d'une prestation de travail qu'aurait accompli un adulte contre rémunération. Ça, c'est interdit. Surtout lorsque cela va au-delà du cadre familial. La seconde chose, c'est que, en plus de l'enfant, il y a les femmes. Les femmes font l'objet aussi de protection. Pourquoi? Parce qu'elles sont naturellement vulnérables. C'est vrai qu'elles réclament l'égalité. Mais demander à une femme de travailler dans une mine de charbon et autres, elle va vous dire non, ça ne passe pas. Puisque physiquement, c'est une évidence, elle ne pourrait pas tenir. Même si aujourd'hui, elles font des métiers, il y a des métiers d'hommes. D'hommes, et il y a certains métiers où elles-mêmes n'iraient pas. Elles-mêmes n'iraient pas. Autre chose, c'est que, pour le cas, par exemple, de la femme enceinte, qui, depuis toujours, bénéficie de cette protection, on voudrait, par exemple, qu'une femme enceinte qui est dans une situation particulière, parce qu'il y a une excroissance d'hormones, parce qu'elle n'agit pas comme elle agirait normalement, ou communément, ou quotidiennement, doit pouvoir bénéficier d'une véritable protection au point où elle ne saurait être licenciée lorsqu'elle est dans sa période de grossesse, ou même quelques mois après avoir donné naissance à l'enfant. C'est important. Mais notre Code du travail de 2015 est formidable, en ce sens où il prévoit dans les articles 5, 6 et 7 la prohibition, la condamnation du harcèlement sexuel. Alors vous me direz qu'il n'y a pas que les femmes qui font l'objet de harcèlement sexuel. Oui, les hommes aussi. J'en conviens. Sauf que par proportion, et historiquement parlant, ce sont les femmes qui sont plus victimes de harcèlement sexuel. Que les hommes. Notre Code du travail n'en parlait pas. Mais cette fois-ci, il en parle clairement en définissant le harcèlement sexuel, en précisant qu'on peut faire la preuve, établir la preuve de l'existence du harcèlement sexuel par tout moyen, et que celui qui s'expose à de telles pratiques peut être sanctionné d'un point de vue disciplinaire, donc voir son contrat de travail être déchiré, licencié, mais aussi au niveau pénal. Et ça, c'est très important parce que ça apporte le maximum de protection aux femmes. Autre chose, à l'article 3 et 4 du Code du travail, on parle des discriminations. 30 secondes avant de passer à une autre question rapidement. Allons-y. On vous dit par exemple que quelqu'un qui souffre et qui vit en situation de VIH-Sida, c'est quelqu'un qui n'est pas invalide. C'est pas parce que j'ai le VIH-Sida que je suis invalide. Sauf qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi pour ça. Il est vulnérable, psychologiquement, parce qu'il porte cette maladie-là, n'est-ce pas? Et que la société va le regarder différemment, bizarrement. On voudrait bien sûr que ça ne l'empêche pas son embauche et que ça ne justifie pas son licenciement. Pareil pour la personne en situation de handicap qui, lorsqu'elle compétit avec qui que ce soit et qu'elle a le même profil, les mêmes compétences, devait être préférée par rapport à une autre. Donc, du coup, il y a une discrimination positive en faveur des personnes en situation de handicap. Bien sûr. Et on retourne rapidement avec les enfants. Vous avez dit c'est hors de la famille. Et lorsque c'est dans la famille et le parent se dit c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Ah non, non, il faut qu'il comprenne. C'est vous qui avez donné naissance à l'enfant, mais une fois que l'enfant naît, il ne vous appartient pas, il appartient d'abord à la société. La première des choses, il appartient d'abord à la société. Donc vous ne pouvez pas disposer de l'enfant. Vous ne pouvez pas disposer de l'enfant.
L'enfant est une personne qui est distincte de vous. Il porte certes votre nom. Oui. Vous êtes commis et vous êtes responsable de celui-ci parce que vous lui apportez l'éducation, vous le nourrissez, vous le logez. Mais c'est une personne qui est distincte de vous, une personne humaine dans le sens plein du terme parce qu'elle jouit de ses droits, le temps d'exercer certains droits du fait de son âge. Oui. Mais vous ne pouvez pas disposer de l'enfant au point de soumettre celui-ci à des conditions de travail qui seraient inacceptables. Bien sûr. Alors, 1 minute pour terminer, bien sûr, ce temps d'antenne. Quelles sont les juridictions en charge de son exécution rapidement? C'est très simple. Lorsque vous constatez que vos droits sont lésés, piétinés, vous avez le droit de saisir le tribunal du travail, mais bien avant. Il y a un recours qui doit être fait devant l'inspection du travail. C'est un recours obligatoire. Ce recours-là nous permet d'avoir une conciliation. À défaut de conciliation, vous êtes donc donné le droit de saisir le tribunal du travail qui, avant même d'ouvrir le procès et donc le débat contradictoire, va encore tenter une conciliation. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tente-t-on de concilier l'employeur et l'employé juste parce qu'on veut garantir l'emploi, juste on veut garantir le pain, permettre à quelqu'un de pouvoir se nourrir. Le but du droit, ce n'est pas de détruire cette relation de travail, c'est de protéger cette relation de travail-là dans le respect des droits et des dignités des uns et des autres. Maître Landry Kuyo, avec lui, on a eu plaisir à échanger sur le droit du travail donc, dans cette émission. Merci. Merci à vous. Et on va encore se retrouver avec beaucoup de plaisir, avec d'autres sujets. Merci à Konema Sandié qui a réalisé cette émission. Aujourd'hui, célébration des sapeurs-pompiers partout dans le monde. Nous, avant de terminer, on aimerait faire un clin d'œil aux pompiers ivoiriens. Et sachez que rien n'importe pour eux que la vie. Que Dieu vous garde. Au revoir.